à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mes dernières lectures, à savoir sur le mois de septembre et d'octobre. J'ai 2 mangas à vous présenter et 2 romans. C'est parti, je commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La Meute Mercure, le tome 2, Jess Dalton de Susan Wright, publié aux éditions Milady. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai lu déjà pas mal de tomes de La Meute du Phénix de la même auteure. Donc c'est la première saga sur les métamorphes loups-garous que j'ai lu de cet auteur-là. Je la lis en lecture commune avec Fanny des Chroniques de la Fraise, mais également Héloïse des Lectures d'Hélo. Donc c'est vraiment une lecture qu'on fait à chaque fois. À la base, on lisait chaque mois un tome différent et après on a un petit peu plus espacé quand même. Mais je reste sur le fait que La Meute du Phénix, donc la saga originale, reste ma préférée. La Meute Mercure, c'est une saga qui vient compléter La Meute du Phénix, mais je ne vous dirai pas qu'elle est essentielle. Vous n'êtes pas obligé de lire La Meute Mercure pour comprendre La Meute du Phénix. C'est juste que si vous souhaitez lire aussi cette saga en lien avec La Meute du Phénix, il y a certaines fois où vous allez devoir lire un tome de La Meute Mercure avant de lire un tome de La Meute du Phénix. Donc en fait, les tomes de La Meute Mercure viennent s'intercaler entre différents tomes de La Meute du Phénix. Personnellement, j'avais moyennement aimé le premier tome de La Meute Mercure, j'avais pas aimé plus que ça en fait, mais je m'étais dit je vais lire le tome 2, je verrai bien ce que j'en pense, si je continue ou pas cette saga, et je vous le dis déjà d'office, je ne la continuerai pas, parce qu'elle ne m'apporte pas plus que ça une valeur ajoutée à cet univers et je préfère La Meute du Phénix et les personnages principaux. Ici on va suivre Harley qui est une marguet, donc en fait les marguets ce sont des sortes de félins. Ça a la taille un petit peu d'un chat, entre un chat et un renard au niveau de la taille et ça a vraiment une tête de chat mais toute tachetée avec des points noirs. C'est vraiment très mignon mais c'est assez petit quand même. Elle est musicienne, elle se produit dans une boîte de nuit. Jusque-là, elle a été élevée par des humains et elle a toujours refoulé son côté métamorphe, donc son marguet, même si en elle, elle a quand même des comportements d'animaux tout simplement, mais elle les refoule pour rester humaine à 100%. Sauf qu'un jour, elle va devenir la cible d'extrémistes qui lui envoient souvent des mails de menaces où ils disent comme quoi ils vont l'agresser, que ce soit sexuellement ou même verbalement, enfin bref, ils vont s'en prendre à elle et elle commence à avoir peur. Il se trouve que Jess Dalton, qui est un des lieutenants de la Meute Mercure, a toujours été très proche de Harley. Ils se sont connus assez jeunes, ils ont même fricoté ensemble et en gros Jess s'inquiète pour Harley et va tout faire pour reprendre contact avec la jeune femme et la faire venir au sein de la Meute Mercure. Sauf que c'est très compliqué parce qu'au sein de la Meute Mercure il y a d'autres femelles qui aiment Jess, qui aimeraient bien être sa femme, et aussi on a pas mal de complications parce que Harley reste une marguet, les marguets ont du mal à se sociabiliser avec d'autres métamorphes. Faut pas oublier que la Meute Mercure c'est des loups-garous et donc elle ne trouve pas forcément sa place, c'est quand même une femme qui est très solitaire et elle n'aime pas forcément être trop entourée, donc ça annonce des complications. Au niveau de l'intrigue, j'aime toujours autant l'univers des métamorphes, l'univers qu'a créé Susan Wright. Le seul problème, c'est que je trouve qu'au fur et à mesure que j'avance dans les différents tomes, que ce soit même la Meute du Phénix ou la Meute Mercure, c'est très répétitif. On a souvent le même schéma de personnages qui ne s'aiment pas, qui après vont s'adorer. L'un des deux va tout faire pour que l'autre devienne son ou sa compagne. Très souvent, ils ne pensent pas être des âmes sœurs et puis on se rend compte qu'à la fin, ils le sont. Enfin, c'est un petit peu pénible. J'aimerais bien que pour une fois, on a des personnages qui ne sont pas du tout âmes sœurs. Bon, là, c'était à peu près le cas, mais un peu plus de suspense, un peu plus de rebondissement parce que là, très honnêtement, on voit déjà à chaque fois l'issue fatale. Et en plus de ça, je trouve quand même qu'il y a des longueurs, il y a des passages qui servent à rien, il y a quand même toujours autant de sexe. Alors oui, il s'agit d'une saga bitlit, donc forcément il y a des passages érotiques, mais il y en a même trop. Je veux bien que ce soit des animaux qui s'envoient en l'air, mais de là à le faire toutes les 2 minutes, ils ont une conversation en plus très sérieuse et d'un coup ils virent sur du sexe, c'est vraiment pas logique, ça sert à rien très honnêtement. Et j'ai l'impression qu'on lit toujours du cul dans ce roman. Et autre chose aussi qui parfois me dérange et me choque, c'est que les pratiques sexuelles sont très souvent les mêmes, voire même ça donnerait un peu l'impression que certaines pratiques sexuelles que font les métamorphes sont logiques pour qu'une femme appartienne entièrement à son copain. Enfin bref, c'est pas
C'est pas très logique. Alors après, ça va pour des adultes, cette lecture. Hein. Je trouve qu'en étant adulte, on sait assez faire la part des choses dans ce roman-là. Par contre, je pense que des adolescents ou des adolescentes qui viendraient qu'à lire ce roman pourraient interpréter certaines choses dans les pratiques sexuelles comme étant normales, alors que ça ne l'est pas, et que si la personne aussi n'a pas envie d'avoir un rapport, on ne la force pas. Il y a quand même certains passages où j'avais l'impression que le mâle, donc que Jess, était très entreprenant et voulait à tout prix avoir un rapport avec sa compagne. Enfin, c'est pas la première fois que je vois ce schéma-là dans la meute Mercure ou dans la meute Phénix. Et c'est pour ça qu'il faut souligner le fait que ce n'est pas forcément des pratiques courantes dans la vie de tous les jours et qu'il faut faire attention de ne pas mettre ce livre non plus entre des mains très jeunes et innocentes parce que ça reste une saga comportant des scènes érotiques et même des scènes de violence. Donc vous l'aurez compris, ça n'a pas été forcément un tome transcendant pour moi parce que je voyais venir la fin comme d'habitude. Je me suis plutôt ennuyée dans ce roman-là qu'autre chose. Alors après, j'aime toujours autant faire la lecture commune avec les filles, ça c'est pas un souci. Mais comme je leur ai dit, je ne continuerai pas la meute Mercure. Fanny non plus. Par contre, Héloïse, elle a le tome 3, donc elle va le continuer de son côté. Mais par contre, on va continuer de lire la meute du Phénix ensemble parce que c'est la saga qu'on préfère. Donc je lui ai mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un manga et il s'agit de Toy Story, donc inspiré du premier film de Tetsuhiro Koshita, publié aux éditions Nobidobi. C'est tout simplement un manga que j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur, mais en même temps c'était à prévoir, puisque j'ai toujours adoré Toy Story, il fait partie d'un de mes Disney Pixar préférés de tous les temps. J'avais même les jouets quand j'étais gamine, et là j'ai toutes les Funko Pop, donc c'est pour vous dire à quel point cette histoire de Disney est une de mes chouchoutes. Et du coup, quand j'avais vu passer sur Instagram ce manga, je m'étais dit tiens, ça pourrait être sympa que je le lise. Alors après, faut pas se leurrer, c'est quand même l'histoire du premier film en version manga. J'ai également le tome 2 dans ma palle et c'est l'histoire du deuxième film en manga. Donc voilà, il n'y a rien en surprise, hein, c'est l'histoire telle qu'on la connaît, mais en manga. Et quand on aime un univers, on aime autant le relire, que ce soit en livre ou en manga, ça ne nous dérange pas, on apprécie toujours autant. Ceux qui ne connaissent pas Toy Story, je ne sais pas où vous étiez jusqu'à présent, mais je vais vous faire quand même un petit résumé. C'est l'histoire de Woody qui est un shérif. Mais un shérif pas comme les autres, c'est un jouet et c'est le jouet préféré d'Andy. Andy est un petit garçon qui a une affection pour ses jouets très importante, hein, il les considère comme ses amis. Woody vit la parfaite vie puisqu'il gère la chambre d'Andy avec tous les jouets, il leur donne des ordres, il leur dit comment s'organiser, comment faire pour être discret, etc. Bref, ils vivent leur vie. Sauf que Andy va fêter son anniversaire et on va lui offrir Buzz l'éclair, donc c'est le jouet juste ici qui est un cosmonaute, c'est le dernier jouet interactif et très en vogue à ce moment-là. Forcément, Andy est super content de recevoir son Buzz l'éclair et il va même commencer à beaucoup jouer avec lui au point de délaisser le shérif Woody qui est un jouet qui est quand même très jaloux parce qu'il a toujours été le jouet favori d'Andy, donc il aime pas trop se faire voler sa place. Forcément, il va y avoir une sacrée aventure puisque Woody va entretenir une haine envers Buzz l'éclair parce que pour lui, c'est un concurrent. Il va faire en sorte de s'en débarrasser, sauf qu'en faisant ça, ils vont se retrouver dans des galères et ils vont tout faire pour revenir dans la chambre d'Andy avant que ce dernier ne déménage puisqu'il quitte sa maison. Je vous ai fait un petit résumé grosso modo, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un super bon moment. En plus, au niveau des planches, les dessins sont très fidèles au dessin animé, les répliques sont exactement les mêmes. Alors forcément, le manga reste un petit peu plus court que le dessin animé, il y a des petites scènes qui ont été raccourcies, mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est normal, ils n'auraient pas pu le garder dans l'intégralité. Mais par contre j'ai vraiment adoré, j'avais l'impression d'entendre les voix des personnages et de revoir les scènes chouchoutes de ce manga, donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Je le recommande à tous ceux qui adorent Toy Story et même ceux qui n'ont même pas encore découvert le dessin animé. Lisez ce manga, en plus il est tout petit, ça se lit très vite et c'est toujours un agréable moment de lecture. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je suis toujours dans ma lecture d'Eragon, où ça fait au moins un mois que je suis dans ce livre parce qu'il est quand même très gros et j'avais envie de faire une petite coupure pour lire un livre assez court et un peu horrifique justement pour m'occuper un peu l'esprit et laisser un petit peu Eragon de côté. J'ai donc lu Effroyable porcelaine de Vincent Tassier aux éditions du Chat Noir. C'est un livre qui me faisait très envie. Alors j'avais déjà lu Apostasie de cet auteur que j'avais plutôt bien aimé l'univers, même si certaines
répliques qui sont assez tournées côté poésie étaient un petit peu longues pour moi, même s'il a une plume magnifique. J'avais envie quand même de découvrir un autre roman de cet auteur et donc je me suis plongée dans Effroyable porcelaine et j'ai vraiment bien fait. Pour information, c'est un roman qui est parfait pour les 9-12 ans, puisque c'est un roman jeunesse, censé faire un petit peu peur. Justement, il a juste ce qu'il faut pour donner des petits frissons, mais sans être horrifique pour des jeunes enfants. Et l'histoire me tentait énormément, puisqu'en fait, on va suivre Sibylle, qui est une jeune adolescente. Sibylle est très particulier pour son âge, puisqu'elle adore tout ce qui est glauque, sombre et gothique. Elle a une chambre dans les tons noirs et rouges. Elle adore avoir des poupées sans tête, des crânes. Elle adore s'habiller tout en noir et avoir les cheveux très raides noirs. Bref, elle a un look très particulier. Sa mère l'accepte telle qu'elle est. Elle aime sa fille, même si elle a des goûts particuliers et qu'elle n'aime pas forcément les couleurs ou les choses joyeuses. Sibylle, elle aime ce qui est glauque, elle aime ce qui est noir. Et elle aime ce qui ne plaît pas à tout le monde. Un beau jour, la mère de Sibylle lui propose pendant ses vacances de l'accompagner vider un manoir, puisqu'en fait sa mère elle vient pour vendre les propriétés, les vider, et souvent les propriétaires quand ils partent des fois laissent des affaires et donc ça lui appartient. Et Sibylle est toute contente d'aller visiter un manoir qui forcément est très sombre et lui rappelle les romans qu'elle lit. Et elle va tomber sur une magnifique poupée de porcelaine qui lui glace le sang d'un premier regard. Elle est avec des cheveux gris mais des yeux violets et elle est dans une petite robe en dentelle noire. Elle la trouve vraiment magnifique, mais elle a un côté qui la met mal à l'aise et forcément, vu que c'est effrayant et particulier, Sibylle va décider d'embarquer cette poupée chez elle. Le problème, c'est que dès la première nuit, Sibylle fait des cauchemars. Alors Sibylle adore quand même s'endormir avec des histoires horrifiques, elle adore ce qui fait peur, mais parce qu'elle reste sur le principe que tout ça n'existe pas, donc elle ne risque rien. Sauf qu'elle va faire un cauchemar assez violent, elle va pas comprendre pourquoi et elle va être mal à l'aise. Et elle va se rendre compte en fait que la poupée est étrange et semble même vivante. Elle a l'impression qu'elle lui parle, elle entend des voix, elle a l'impression qu'on lui en veut, qu'on veut la tuer. Et il se trouve en fait que cette poupée cache un très gros mystère, une histoire assez très négative et effrayante, tout en ayant une part de morale. Alors j'aime toujours autant la plume de l'auteur, honnêtement, il a une facilité à nous raconter une histoire et nous peindre un environnement de manière poétique et vraiment renversante. J'ai été aussi agréablement surprise parce que je suis passée d'un roman adulte avec lui à un roman jeunesse. Et en fait, on se rend compte que l'auteur, que ce soit de la jeunesse ou de l'adulte, il sait très bien s'adapter et adapter son style d'écriture. Donc ça, c'était vraiment super. En plus de ça, dans le roman, on a beaucoup d'illustrations qui nous montrent justement Sibylle avec son meilleur ami ou encore avec la poupée. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même des caractères assez gros. Donc c'est vraiment un roman adapté pour les plus jeunes et qui souhaiteraient faire par exemple une lecture pour Halloween. Je vais vous le dire, ce livre est parfait pour les jeunes entre 9-12 ans qui souhaitent lire un petit livre pour Halloween et se faire un tout petit peu peur sans qu'il y ait de passage glauque, parce que là on n'a pas de sang, on n'a pas non plus de choses vraiment horrifiques. Par contre, la chose qui m'a vraiment surprise, mais d'une manière positive, c'est la morale de l'histoire, puisque je ne voyais pas forcément où allait nous emmener l'auteur. Je m'attendais à quelque chose d'assez triste et glauque, sauf qu'en fait, là on est carrément sur une morale importante sur le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont, et l'importance aussi des parents d'aider leurs enfants à s'accepter tels qu'ils sont, parce que déjà on le voit avec la mère de Sibylle qui accepte que sa fille aime des choses particulières, mais on a également une autre facette de l'histoire qui montre aussi des parents qui n'acceptent pas leur enfant tel qu'il est, et donc ça peut conduire à un drame. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, c'est vraiment un roman que je vous conseille, même que ce soit pour les adultes, pas forcément que pour les jeunes, la preuve, moi j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'un manga, c'est un manga que je n'ai pas encore vu circuler, que ce soit sur Booktube, Bookstagram ou même Twitter, je ne l'ai vu nulle part. C'est en promenant dans une librairie où j'ai été attirée par cette couverture et par le titre. Il s'agit de Créatures Fantastiques, le tome 1 de Kazuya et c'est aux éditions Komiku. Je trouvais la couverture vraiment très très belle et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit tiens, je vais me laisser tenter. Ici, on va suivre le personnage de Ziska qui est une jeune fille
qui adore les animaux au point qu'elle veut être vétérinaire. Donc elle va assister son maître qui est juste ce monsieur ici. Sauf que Ziska, elle est quand même particulière, c'est qu'elle pratique quand même de la magie. Elle est capable de créer des remèdes pour soigner, que ce soit des êtres humains ou des animaux. Sauf qu'on est à une époque où plus ça va et plus les personnes ne croient plus vraiment à tout ce qui est mage, magicien, magie, la sorcellerie, les choses comme ça, ils n'y croient plus, ils croient plutôt aux médicaments qu'on leur donne ou même aux pierres et pendentifs qui pourraient porter chance. Sauf que Ziska, elle veut perpétuer la tradition de sa famille, à savoir continuer de faire des remèdes miracles. Elle va tomber au fur et à mesure dans ce manga sur des animaux fantastiques qui sont malades ou qui ont besoin d'elle pour pouvoir évoluer à un stade supérieur. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que vu que les personnes ne croient plus en la magie ou aux mages, eh bien elles ne voient plus les animaux fantastiques, ce qui fait que certains peuvent mourir sans s'en rendre compte ou sont délaissés par les êtres humains. Donc c'est pour ça que heureusement que Ziska est là avec son maître pour soigner ces créatures qui sont un petit peu oubliées et délaissées puisqu'elles ne sont plus visibles par les êtres humains. Et Ziska est assez impressionnante comme personnage parce que c'est quand même une jeune fille, elle manque encore de maturité sur certaines choses parce qu'elle fonce tête baissée dans un pronostic de soins alors qu'en fait elle ignore certaines étapes. Mais son amour des animaux fait que c'est un personnage qui est attachant parce que on se rend compte qu'elle aime tellement les bêtes qu'elle veut les soigner, elle veut faire tout pour les aider. Et franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai adoré le petit côté un peu Harry Potter, parce que alors déjà le titre Les créatures fantastiques, ça fait penser aux animaux fantastiques de J.K. Rowling. Et en plus de ça, dedans on découvre la mandragore. Et la mandragore, forcément, quand je vois ce terme, c'est pas au manga que je pense tout de suite, mais à Harry Potter. Donc c'est vraiment une très bonne lecture. Je pense que tous ceux qui aiment l'univers fantastique, un petit peu justement de J.K. Rowling, et qui aiment les animaux un peu particuliers, style dragon, les choses comme ça, passeront un très bon moment de lecture parce qu'honnêtement, c'est vraiment un manga qui m'a beaucoup plu, très côté fleurs, la faune et la flore, les animaux. Donc si vous aimez en plus les animaux, c'est un manga qui est fait pour vous. Donc vraiment, je le recommande. En plus de ça, au niveau des planches, les personnages ont des visages assez ronds, surtout Ziska. Je trouve qu'elles ne sont pas du tout chargées, le détail est vraiment là. Le visage de la petite fille, par contre, c'est celui que j'ai vraiment préféré. Elle a des yeux vraiment très jolis, très ronds et grands. Alors que l'adulte, par contre, est caractérisé quand même avec des yeux un petit peu plus tirés en amande. Et j'ai remarqué que c'était la plupart des adultes qui étaient représentés de cette manière-là. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment et j'ai vraiment hâte de lire justement le deuxième tome. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, si vous les avez appréciés ou non. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!